Bonjour à tous et toutes, je suis Géraldine Chalancon, directrice opérationnelle à Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Donc vous êtes économiste et depuis 10 ans vous travaillez au sein de l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques. C'est un observatoire qui est rattaché à Sciences Po. Par ailleurs, vous êtes également enseignant à Paris 1. Parmi l'ensemble des sujets sur lesquels vous travaillez, vous vous intéressez notamment à la question du logement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler notamment sur le logement alors que finalement peu d'économistes aujourd'hui s'emparent de cette question ? Alors pour être tout à fait honnête, au tout début, c'était un peu par hasard. C'est-à-dire qu'on publiait une revue consacrée à la ville et au logement à l'OFCE. J'ai commencé à travailler sur le sujet au travers de ce prisme-là. Et il s'avère que c'est un sujet qui est en réalité central, assez peu traité en effet par les économistes, en tout cas dans sa globalité, mais qui, quand on s'y intéresse, s'avère central parce que évidemment, c'est la première dépense d'une grande majorité de Français. On a tous en tête l'explosion des prix immobiliers qu'on observe depuis le début des années 2000, mais surtout qu'en réalité, la question du logement, elle dépasse la question simplement de l'habitat ou la question des prix ou la question de l'accès. Elle va recouper tout un tas de problématiques qui devraient intéresser profondément les économistes. Des problématiques d'aménagement du territoire, des problématiques de mixité sociale, de ségrégation, de transport, d'accès à un certain nombre de services publics. Et donc, du coup, c'est ce côté un peu central, aborder tous ces sujets au travers de l'angle du logement me semblait intéressant et c'est pour ça qu'en effet depuis un peu plus de 10 ans je m'intéresse à ces questions-là. Très bien. Alors, vous avez évoqué le fait que c'était une question centrale et notamment parce que c'est l'un des premiers budgets de dépenses des ménages pour beaucoup de ménages. Et aujourd'hui, l'actualité est marquée par une inflation forte. Alors, on a déjà connu d'autres périodes d'inflation, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est un fait marquant et on commence à constater pour un certain nombre d'effets pour les ménages. Par exemple, l'USH a fait une enquête à la fin de l'année dernière qui relève que 2 bailleurs sociaux sur 3 voient leurs impayés augmenter. Donc, ça devient une question préoccupante pour les acteurs du logement. En tant qu'économiste, comment voyez-vous cette période particulière au regard du logement ? C'est une période qui est remplie d'incertitudes. C'est-à-dire que ça fait à peu près 20 ans qu'on vit dans un monde, en effet, ou dans un pays avec une inflation basse, des conditions d'accès au crédit qui sont largement facilitées. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais on a observé depuis 10, 15, 20 ans, globalement, une augmentation des dépenses contraintes, mais sans que trop de monde s'alerte. On a dit, la part du logement augmente dans les dépenses des ménages, la part de la consommation énergétique, la part des charges augmente, mais en réalité, c'est pas trop un sujet parce que parallèlement, les ménages s'ajustent, vont ajuster un certain nombre d'autres postes de consommation. Là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un bouleversement évidemment très rapide et cette reprise de l'inflation, tout comme à l'époque la crise sanitaire, qui remonte il n'y a pas si longtemps que ça, cette reprise de l'inflation a mis en lumière le fait qu'il y avait des ménages qui étaient extrêmement fragilisés et que quand vous avez vos parts, par exemple, de dépenses énergétiques qui représentent 15 ou 20% de votre budget, quand vous prenez une augmentation significative, inédite, des prix de l'énergie ou que vous avez subi au cours des dernières années une augmentation de vos dépenses en logement, votre capacité financière à absorber le choc, elle est mise à mal. Il y a des ménages qui s'en sortent très bien, il y a des ménages qui n'ont pas trop de problèmes, il y a des ménages qui ont épargné beaucoup pendant la crise sanitaire, par exemple, et qui donc peuvent faire jouer leur épargne pour absorber le choc. Les ménages les plus fragiles, ils ont pris de plein fouet la crise sanitaire. On va pas revenir dessus, mais notamment les familles, les ménages du parc social, malgré les aides d'urgence. Et ces ménages-là reprennent un peu de plein fouet la question de la hausse des prix, la question de l'inflation, d'abord la propagation des prix de l'énergie, mais aujourd'hui les prix de l'alimentaire, c'est pareil. La part de l'alimentaire dans le budget d'un certain nombre de ménages a augmenté ces dernières années.
quand on a une forte inflation des prix de l'alimentaire, c'est d'abord les ménages les plus fragiles qui payent l'addition. Et du coup, ça permet aussi de se re-questionner sur comment on aide ces ménages. Là, aujourd'hui, le gouvernement fait plutôt le choix de les aider au travers d'aides d'urgence. On revalorise exceptionnellement un certain nombre de prestations sociales. On revalorise exceptionnellement, pour ce qui est de la dépense en logement, les APL. Mais il faut peut-être aussi réfléchir à, globalement, notre système de protection sociale. C'est aussi un sujet sur lequel je travaille, et voir à quel point ce système-là est résilient ou pas. Quand on est obligé, en période de forte inflation ou au moment d'une crise inédite, de verser massivement des aides exceptionnelles pour essayer de protéger les ménages les plus pauvres, c'est peut-être aussi que notre système n'est pas suffisamment résilient et ne s'adapte pas suffisamment à la possibilité de ces crises-là. Finalement, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, si on a du mal, si un certain nombre de ménages ont plus de difficultés, c'est plus le résultat de choix précédents et de tendances longues de décisions qui ont été prises que simplement les facteurs conjoncturels que tout le monde évoque, que ce soit la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc. Finalement, vous inscrivez ce qui se passe aujourd'hui plutôt dans le résultat de décisions d'avant. Si on prend juste la question du logement, par exemple, et de la solvabilisation des ménages dans leurs dépenses en logement, le choix qui a été fait depuis 20 ans, c'est de faire des économies sur les aides personnelles au logement. Globalement, on a mis en place un système. On s'est aperçu qu'il y avait une dérive des prix sur le marché du logement, et notamment une dérive des loyers. Et du coup, les responsables politiques, mais de tous bords, ont dit c'est pas possible que la dépense publique suive la dépense en logement. On ne peut pas solvabiliser correctement les ménages en suivant l'évolution des loyers. Et donc, on a fait le choix de déconnecter le mode de calcul des aides personnelles au logement avec l'évolution réelle des loyers. Pendant des années, ça posait pas trop de problèmes. On avait des loyers qui évoluaient de façon assez modérée. On avait certaines périodes d'une amélioration du marché du travail. Bon, voilà. Et donc la question des APL, en réalité, on pouvait continuer à faire, et ça a été fait même récemment, des économies. On enlève 5 € par-ci, on fait la réduction de loyer de solidarité par-là. Bon, on intègre même sous des quinquennats précédents un certain nombre de mesures d'ajustement budgétaire, prise en compte du patrimoine, loyer excessif. Bon, je passe les détails, et ça posait pas trop de problèmes. Le problème, c'est que du coup, vous arrivez dans une situation aujourd'hui où il y a tout un tas de ménages qui sont plus en capacité. Vous mentionniez les chiffres d'impayés de loyers, notamment dans le parc social. C'est-à-dire que dans le parc social, c'est là où les APL solvabilisent le mieux les ménages. Et c'est là où les APL sont le plus corrélés à la fois à la situation réelle des ménages, mais aussi à leur niveau de loyer. Et on voit en effet une augmentation des situations d'impayés, ou alors on anticipe une augmentation encore plus forte des situations d'impayés, tout simplement parce que les ménages, notamment du parc social, ont été fragilisés. Ils ont été fragilisés par la conjoncture. Vous avez raison, et par les crises successives. Ils ont aussi été fragilisés par des mesures, des décisions d'ajustement budgétaire qui ont été prises depuis 10 ou 15 ans, notamment sur les APL, mais pas que, aussi sur le financement, à proprement parler, du logement social. On voit qu'il y a une file d'attente qui ne cesse de s'allonger, il y a des ménages qui bougent de moins en moins parce que on n'a pas assez réfléchi en termes de parcours résidentiel, de mobilité résidentielle entre les parcs. Pendant très longtemps, et certains de vos invités précédents ont eu l'occasion d'en parler, il y avait une mobilité qui était relativement fluide entre parc social et accession à la propriété. Par exemple, les ménages passaient dans le parc social et devenaient propriétaires assez facilement parce qu'on les aidait, mais aussi parce qu'il y avait des prix qui étaient plus bas. Aujourd'hui, ce parcours résidentiel, il est largement entravé, donc les ménages restent dans le parc social. On a une paupérisation des locataires, il y a moins de logements sociaux qui se libèrent, les jeunes, du coup les ménages qui sont demandeurs ont plus de mal à accéder au parc. Enfin voilà. Et tout ça, c'est pas des mécanismes nouveaux, c'est pas des dynamiques qui ont émergé avec la conjoncture. C'est des mécanismes très anciens qui auraient pu être anticipés, qui ont été anticipés d'ailleurs par un certain nombre d'études. Et on a l'impression aujourd'hui que on découvre ces sujets, alors qu'en réalité, c'est des sujets qui sont en grande partie liés, en effet, à des décisions de politique publique qui ont été prises il y a maintenant longtemps. Votre métier, c'est notamment de travailler sur la prospective, et justement, et vous notez qu'il y a globalement souvent un manque d'anticipation, qu'il y a pu avoir un manque d'anticipation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour justement anticiper demain et peut-être rendre aussi le système plus résilient, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure ?
Alors, il y a un vrai problème avec la thématique du logement, au sens très large, c'est qu'elle s'inscrit par nature dans des temps qui sont très longs. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à regretter ou alors remettre en cause des choix d'aménagement du territoire, des choix qui ont été faits il y a 40 ou 50 ans. Si on parle, par exemple, de la politique qui a été faite en banlieue, les choix d'aménagement du territoire, enfin voilà, la métropolisation qui est très critiquée, mais qui en fait résulte, cette métropolisation, elle résulte de choix d'investissement public qui ont été réalisés il y a 20 ou 30 ans. Et donc, ce temps du logement, ce temps de la construction, ce temps de la ville, il est largement déconnecté du temps politique, de la décision publique. Et ça se voit même sur des décisions simples qui sont que si vous êtes responsable politique et que vous décidez de lancer un grand plan de relance de la construction, en réalité, il est peu probable que vous en voyiez les fruits avant la fin de votre mandat. Clairement, le temps du logement n'est pas calqué sur un quinquennat, il n'était pas non plus sur un septennat d'ailleurs. Peut-être pour ça que ça rappelle aussi le rôle très important des collectivités locales et des élus locaux qui, eux, s'inscrivent dans un temps plus long. Mais donc, évidemment, il y a une nécessité à anticiper. Il y a des choses qu'on peut anticiper assez facilement. On est capable aujourd'hui de savoir combien il y aura d'étudiants, par exemple, ou de retraités ou de ménages en situation de dépendance liés à l'âge à l'horizon 2050-2060. On est capable. Il y a des choses qu'on a plus de mal à anticiper. L'une des problématiques du marché du logement, par exemple, c'est que on a eu beaucoup de phénomènes de séparation, décohabitation. On a eu une transformation démographique qui a été très importante en France, liée à l'âge. Bon, ça, on arrive à l'anticiper. Liée aussi à des phénomènes sociétaux. L'explosion des séparations, ça s'est traduit par une explosion du besoin en logement, parce qu'on passait de couples avec enfants qui avaient besoin d'un logement à des anciens couples avec enfants qui ont besoin de deux logements. Donc évidemment, on comprend que l'augmentation très importante du nombre de familles monoparentales, qui pouvait être potentiellement difficile à anticiper, a eu des conséquences sur le marché du logement et sur la demande en logement. Donc, mais sur les facteurs qu'on est capable d'anticiper, il faut le faire. Le problème, c'est qu'on est dans une telle situation, et il suffit de discuter avec un peu des collectivités locales, on est dans une telle situation d'urgence, et on est dans une telle situation où les moyens financiers mis à disposition par l'État, mais pas que, manquent, qu'on se retrouve à devoir prioriser l'urgence. Est-ce que sur des territoires où on a besoin de logements étudiants, mais on a aussi besoin de loger les gens qui n'ont pas de logement, on a aussi besoin de faire face à ces phénomènes de décohabitation que je décrivais juste avant, qu'est-ce qu'on produit comme logement en urgence? Est-ce qu'on produit du logement étudiant? Est-ce qu'on produit du logement social, du logement très social? Est-ce qu'on fait de l'OFS-BRS pour fluidifier le parcours résidentiel des ménages? C'est extrêmement compliqué avec des moyens financiers qui sont restreints de tout faire. Et donc, il faut choisir. Alors, certaines collectivités font le choix de ne pas choisir et donc ne font pas grand-chose. D'autres font le choix d'essayer de tout faire en même temps, mais du coup, on n'a qu'un impact marginal sur chacune des situations de difficulté vis-à-vis du logement. Donc, il n'y a évidemment pas de solution miracle. Mais il faut évidemment faire de la prospective, il faut anticiper. Le problème, c'est que comme on n'a pas anticipé dans les décennies précédentes, on se retrouve à gérer l'urgence et on n'a plus trop les moyens d'anticiper parce qu'on a déjà du mal à gérer l'urgence. Alors, pour répondre à une forme d'urgence, vous avez évoqué la priorité qui a été donnée à la production de l'offre. Donc, dans le précédent quinquennat, on a beaucoup parlé du choc de l'offre, avec cette idée que si on développait l'offre, c'est comme ça qu'on allait aussi limiter la hausse des prix que vous avez mentionnée. Est-ce que, de votre point de vue d'économiste, est-ce que c'est une solution qui peut permettre effectivement de limiter la spéculation sur le logement et du coup les difficultés d'accès au logement d'une partie des ménages? Alors, il faut construire du logement. Je pense qu'il y a un consensus sur cette question-là, que ce soit les associations qui travaillent sur le sujet, les économistes qui travaillent sur le sujet, les observateurs, les professionnels du secteur. Il y a un consensus pour dire qu'il faut construire. Vous avez 2 millions de demandes de logements sociaux, vous avez tout un tas de gens qui veulent accéder à la propriété, vous avez des situations de logement qui sont extrêmement compliquées, il y a un besoin de rénovation aussi qui est très important, mais il faut construire du logement. Après, la question de savoir quel va être l'impact de la construction de logements sur les prix, c'est un peu une autre question. En effet, la politique du logement du précédent quinquennat, c'était la loi Elan, c'était le choc d'offres, c'était construire plus, mieux et moins cher. Bon.
Dans les faits, on n'a pas observé une explosion de la production de logements, mais bon, on peut dire, bah oui, mais le quinquennat a été traversé par une crise sanitaire sans précédent, la fin du quinquennat a été marquée par la crise en Ukraine, la crise énergétique, donc on peut comprendre que le choc d'offres n'ait pas forcément eu lieu. Après, le choc d'offres, quand on l'a observé sur certains territoires, il ne s'est pas traduit par une baisse des prix. Il y a une étude portée par l'Idéal qui montre que c'est les communes qui ont le plus construit de logements qui ont vu leur prix le plus augmenter. Bon, est-ce que Donc ça veut marche dire, pas. est-ce que ça veut dire il faut pas construire? Non, parce que le contrefactuel, on le connaît pas. C'est-à-dire que si ces communes n'avaient pas construit de logements, peut-être que les prix auraient augmenté beaucoup plus vite. Ce que ça dit juste, c'est que il faut construire là où les territoires sont en tension, mais que la construction à elle seule ne suffit pas, parce qu'en plus c'est un phénomène qui est auto-entretenu, c'est-à-dire on va construire du logement, du coup vous allez faire de l'investissement public, il va y avoir des routes, des écoles, le territoire va devenir plus attractif, donc les prix vont augmenter, enfin c'est quelque chose qui est assez connu. Quand on regarde la littérature économique qui s'est intéressé à cette question-là, de l'élasticité offre-prix, on appelle ça, c'est-à-dire de combien baisseraient les prix immobiliers si on faisait un choc d'offres. La réponse, c'est qu'en France, si on produit 1% de logements en plus, ce qui correspond à peu près à doubler la production annuelle de logements, parce qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, doubler la production de logements, ça ferait baisser les prix de 1,5%. Clairement, ce n'est pas une réponse qui est suffisante. Alors, une fois de plus, il faut construire. Il faut construire aux bons endroits. Et puis surtout, il faut construire pour les bons ménages. Il faut choisir son public et construire à un prix qui est abordable. Si c'est construire du logement, comme dans certaines villes, à 12 000 ou 14 000 euros le mètre carré, ça répond sûrement à un besoin en logement, mais c'est pas certain que ce soit à ce besoin-là qu'on ait envie de répondre en priorité. Si par contre c'est construire du logement accessible, du logement abordable pour des ménages qui sont en difficulté vis-à-vis du logement, c'est évidemment une bonne réponse. Et puis si ça permet aussi de fluidifier cette question du parcours résidentiel que je mentionnais précédemment, c'est l'un des objectifs, par exemple, des OFS BRS, de fluidifier le parcours résidentiel. Évidemment qu'il faut aussi construire du logement. Par contre, dire on va résoudre la crise du logement en construisant massivement des logements, c'est un peu fallacieux comme façon d'aborder la question. Et donc, si on cherche d'autres solutions que la production de logements, il y a notamment agir sur le parc existant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus une petite musique autour des enjeux de régulation qui émergent de manière assez importante au cours de ces dernières années. Par exemple, si on prend la question de l'encadrement des loyers, qui était une promesse de 2012, qui s'est mise en place et puis qui a ensuite a été mise de côté, en tout cas pour l'encadrement en niveau de loyer. Voilà, on voit que cette question revient aujourd'hui sur le devant de la scène, qu'il y a un certain nombre de collectivités qui le mettent en place. L'expérimentation a été prolongée. Si on prend la journée de la Fondation Abbé Pierre qui s'est tenue au début du mois de février, le mot de régulation était quand même dans la bouche de beaucoup d'intervenants. C'était aussi un mot plébiscité par les participants à cette journée. Pour vous, en tant qu'économiste, quel regard portez-vous sur cette question de la régulation ? Alors, j'allais dire, pour faire un bon mot, que c'est pas rare que le mot régulation soit employé par la Fondation Abbé Pierre. Ce qui est plus rare, non, mais ce qui est plus rare, c'est que le mot régulation soit employé par exemple, tout un tas de promoteurs immobiliers ou tout un tas de collectivités locales qui, du fait de leur étiquette politique, sont normalement pas fans de la régulation. C'est bien la preuve que les mentalités ont changé. C'est aussi peut-être la preuve qu'on est arrivé à un point de rupture quand même, et où tout un tas de collectivités en sont arrivées à la conclusion qui est de dire, typiquement sur la question foncière, il y a eu des dérapages. Et on arrive à une situation où il n'y a pas d'autre solution que la régulation. Quand les promoteurs disent on ne peut plus construire du logement, même sans parler de logement abordable, on n'arrive plus à produire du logement accessible, même à des ménages de classe moyenne ou des ménages aisés, parce que le foncier est trop cher, c'est à ce moment-là que peut-être la situation change. La question des OFS, par exemple, donc cette question de la dissociation du foncier et du bâti, je pense que s'il y a 10 ans, on avait discuté de cette question-là, et j'ai eu l'occasion de le faire, la proposition ou la réflexion autour de la dissociation du foncier et du bâti aurait été accueillie avec un tout petit peu plus de réserve, pour parler simplement, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Que tout un tas de collectivités s'en saisissent, et une fois de plus, même des collectivités qui, à la base, ne sont pas forcément
de la couleur politique où on penserait qu'on défend la dissociation du foncier et du bâti, on lutte contre la rente foncière, enfin voilà. Donc cette question de la régulation, elle est devenue centrale un peu du fait de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Après, la régulation ne peut pas être la réponse à tout. C'est-à-dire que si on parle de l'encadrement des loyers, par exemple, oui, il y a eu une dérive des loyers. Oui, il y a eu des abus. Et moi, à titre personnel, je suis plutôt défenseur de l'encadrement. Il y a beaucoup d'études économiques qui critiquent l'encadrement, mais qui en réalité ne critiquent pas forcément cet encadrement-là, celui qui a été mis en place. On renvoie souvent à la loi de 48 en disant vous ne vous rendez pas compte, le blocage des loyers, l'effet que ça va avoir sur le marché locatif privé, tous les investisseurs vont partir, etc. L'encadrement des loyers tel qu'il est aujourd'hui inscrit dans la loi, c'est pas un blocage des loyers. C'est des loyers, que ce soit l'encadrement en évolution, donc qui encadre les loyers, leur évolution sur l'IRL, ou même l'encadrement en niveau qui est expérimenté dans un certain nombre de collectivités locales, on est très très loin du blocage des loyers. La preuve est qu'il y a encore tout un tas de loyers qui dépassent allègrement l'encadrement pour des questions de surloyer, des questions... donc, je mettrais de côté les études économiques qui critiquent l'encadrement. Je pense que sur le principe, c'est pas une mauvaise chose. Après, il faut que cette régulation s'accompagne aussi de mécanismes incitatifs pour que les investisseurs, typiquement sur la question de l'encadrement des loyers, les investisseurs bailleurs, réinvestissent le marché du logement. On a aujourd'hui un problème de production de logements sociaux, ça c'est certain, on n'en produit pas assez compte tenu de la demande, mais on a aussi un problème d'offre de logements sur le marché locatif privé. Et si la seule réponse à ce problème d'offre de logements, c'est l'encadrement des loyers, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui qui payent des prix qui ont sur certains territoires triplé, voire quadruplé en 20 ans, si on leur dit en plus vos loyers sont encadrés et vous ne pouvez pas louer plus qu'un tel niveau, alors qu'ils accusent déjà des taux de rendement dits instantanés très faibles, ça ne peut pas marcher. Donc, en face de cet encadrement, il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Au moment de la mise en place de l'encadrement, on a proposé, le gouvernement proposait la garantie universelle des loyers. J'avais tendance à penser que c'était plutôt une bonne chose, c'est-à-dire de dire aux investisseurs, on encadre vos loyers, mais on vous les garantit. Je ne reviens pas sur pourquoi ça ne s'est pas fait. Je pense que certains de vos auditeurs le savent déjà. Mais donc, est-ce qu'il faut remettre cette question de la garantie universelle des loyers sur la table ? C'est possible. Certains répondent qu'il y a déjà la garantie Visale. Visale ne répond qu'à une partie de l'angle, la garantie universelle des loyers, comme son nom l'indique, avait une vision un peu plus large des choses. Est-ce qu'il faut créer un statut du bailleur privé, comme c'est en cours de discussion aujourd'hui ? C'est possible. C'est-à-dire, au lieu de tenir le discours... N'investissez pas dans le logement, c'est un bien improductif, il faut investir sur les marchés financiers. C'est un verbatim, hein. Je ne donnerai pas l'auteur de cette phrase, mais ils sont plusieurs. Peut-être que dire, si justement on va essayer d'inciter les gens à investir dans le logement, parce qu'en réalité, loger des gens, c'est important et c'est loin d'être improductif. Donc créer un statut de bailleur privé, garantie universelle des loyers. Bon, voilà, il y a tout un tas de solutions qui s'offrent, des régulations en termes des mécanismes fiscaux, par exemple, qui viendraient compenser le risque aussi pris par les bailleurs d'investir sur le marché du logement. Bon, voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui existent ou qui sont à inventer, mais la régulation ne peut pas être la seule réponse. Il faut qu'en face, il y ait aussi un certain nombre de mécanismes incitatifs à la production. C'est le cas dans le parc social, hein. C'est-à-dire dans le parc social, on a beaucoup de régulations, mais on essaye aussi en face de mettre des mécanismes, parce que sinon les bailleurs sociaux, s'il n'y avait pas d'incitation, ils n'auraient aucune raison de produire du logement si on leur dit juste vous produisez aux conditions du marché, mais par contre vous avez des loyers plus bas. Et on essaye de reproduire ça au niveau du marché locatif privé, donc ça peut pas fonctionner. Donc oui, il y a la régulation, parce qu'il y a eu une dérive, il y a eu une explosion et que l'accès au logement, il faut quand même rappeler que le logement et l'accès au logement, c'est un droit, hein, et donc il faut réunir toutes les conditions pour que ce droit s'applique, et qu'aujourd'hui, compte tenu des dérives hors régulation, on a du mal à voir comment ce droit peut s'appliquer pour tous. Par contre, il faut essayer d'inventer aussi de nouvelles contreparties, j'allais dire.
Vous évoquez les propriétaires bailleurs dans le parc privé. C'est vrai qu'il y en a aussi un certain nombre qui se sont détournés de la location pour faire de la location touristique. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de territoires, en particulier les territoires littoraux, mais aussi les grandes villes ou même à une échelle plus large, les territoires qui sont attractifs pour le tourisme, qui sont fortement confrontés à cette question-là. Et c'est aussi une des causes de raréfaction de l'offre locative privée. Comment on fait dans ce contexte-là? Une fois qu'on a dit que le choc d'offres de logements neufs était une solution mais ne pouvait pas suffire, en effet, la solution vient du parc ancien. Et donc la question, c'est comment on fait le choc d'offres dans l'ancien. Certains disent, il n'y a pas de problème, en fait, il y a plein de logements vacants en France, et donc la solution vient de la vacance. Quand on regarde un peu juste des cartes de taux de vacances ou où sont les logements qui sont mobilisables, en réalité, c'est dans des zones qui ne sont pas attractives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de vacances et la tension sur les marchés locaux du logement. Donc, peut-être que marginalement en France, sur certains territoires, la mobilisation de logements vacants peut répondre en partie à la nécessité de choc d'offres dans l'ancien, mais ça restera marginal. Donc, une fois qu'on a mis de côté cette question de la vacance, il reste évidemment la question des résidences secondaires. Et là, on a un diagnostic qui est très différent de celui de la vacance. C'est-à-dire qu'en effet, les résidences secondaires, par nature, sont sur les territoires les plus tendus. Et qu'une résidence secondaire, ça fait une résidence principale en moins. Et donc, de ce point de vue-là, la question de la régulation, une fois de plus, on en revient à la régulation. La question de la régulation des résidences secondaires doit, à mon avis, interpeller les responsables politiques. Alors, interpelle déjà, c'est-à-dire on voit un certain nombre de propositions. On va, par exemple, doubler la taxe sur les résidences secondaires sur certains territoires. Quelle va être la conséquence d'une telle mesure? La conséquence qu'on peut anticiper, là encore, une fois de plus, c'est de dire les ménages les plus riches seront en capacité de payer la taxe et donc vont la payer sans trop de problèmes. Et puis les ménages qui ont une résidence secondaire parce qu'ils en ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi, vont pas avoir les moyens de payer la taxe et donc vont libérer. Alors ça fera peut-être du logement en plus, ça fera peut-être aussi une résidence secondaire qui, au lieu d'être possédée par un ménage classe moyenne, sera possédée par un ménage plus aisé. Mais on a cet aspect assez inégalitaire. Donc, je ne suis pas certain que sur cette question des résidences secondaires, la taxe soit la bonne réponse. Alors certains proposent des permis d'habiter, qui renvoient quand même à des idées un peu inédites de comment on contrôle les gens qui rentrent sur le territoire. Enfin, c'est assez bizarre. Mais donc il y a cette question des résidences secondaires qui, à mon avis, doit être gérée. De ce point de vue-là, une refonte, une fois de plus, de la fiscalité immobilière, notamment au travers de la taxe foncière, à mon avis, est plutôt un bon outil, c'est-à-dire essayer de recréer une taxe foncière. Il y a une refonte de la taxe foncière qui doit rentrer en vigueur dans les années prochaines, uniquement qui s'intéresse pour l'instant, en tout cas, uniquement à la partie déconnexion entre taxe foncière et réalité de marché. C'est-à-dire, on a posé un diagnostic sur la taxe d'habitation, qui est de dire la taxe d'habitation est complètement décorrélée des réalités locales. Vous pouvez vous retrouver à payer une taxe d'habitation plus élevée quand vous êtes plus loin du centre et une taxe d'habitation plus faible quand vous êtes plus près du centre, alors que les prix immobiliers sont plus élevés dans le centre qu'en périphérie. Bon, du coup, on est parti de ce diagnostic-là et on a dit on va supprimer la taxe. Ça, c'était réglé. Sur la taxe foncière, on n'a pas dit on va supprimer la taxe, on a dit on va revoir les valeurs locatives et les valeurs cadastrales. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut évidemment les revoir pour qu'elles soient corrélées au marché, mais il faut aussi aller plus loin, essayer de faire une taxe foncière progressive qui tient compte du revenu des ménages, qui tient compte du fait que est-ce qu'ils sont endettés, pas endettés, est-ce que c'est une résidence secondaire, pas une résidence secondaire, est-ce qu'ils mettent en location, est-ce qu'ils mettent pas en location, s'ils mettent en location, à qui ils mettent en location. Enfin voilà, l'outil taxe foncière est à mon avis un puissant levier d'action publique. Donc logement vacant, résidence secondaire, et puis évidemment cette question des meublés qui rejoint, vous l'avez dit, la question des résidences secondaires, dans le sens où les meublés touristiques, ils sont dans les zones les plus tendues. Et là, alors, on peut mettre fin à l'avantage fiscal, c'est ce qui est proposé là ces dernières semaines, et on voit que là encore, il y a une espèce de consensus politique pour mettre fin à l'avantage fiscal. C'est évidemment une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut soit interdire, soit réguler très fortement le nombre de nuitées. C'est pas possible qu'aujourd'hui, ce soit
plus rentable de mettre son logement sur des plateformes 90 nuits par an que de le louer à l'année. C'est pas normal. Alors certains vont dire c'est pas normal, mais parce que les loyers sont trop bas, qu'il y a l'encadrement des loyers et que du coup le problème ça vient pas de Airbnb ou des plateformes, ça vient du niveau des loyers dans le parc privé. Bon, il suffit d'aller interroger des ménages locataires dans le parc privé, ils vont avoir une vision un peu différente et je pense que la solution vient plutôt de la régulation. Alors évidemment, pas interdire, mais peut-être revenir à l'origine de ce type de plateforme. L'origine de ce type de plateforme, c'était vous avez une chambre pour le week-end, vous venez dormir chez l'habitant. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un peu changé de modèle. Il y a évidemment les hôteliers qui sont pas très contents. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une étude qui montre qu'à Barcelone, par exemple, l'impact inflationniste de Airbnb a été massif, de l'ordre de 15 à 20% sur les prix du marché locatif privé, à la fois par cet effet raréfaction de l'offre, mais pas que, parce que tout simplement, il y a aussi du coup des locations à l'année qui voyaient leur prix augmenter, pas pour s'aligner, mais pour être un peu compétitif avec Airbnb. Donc là, de ce point de vue-là, une fois de plus, la régulation, et il n'y a pas forcément besoin de contrepartie d'ailleurs, la régulation doit être la réponse. Est-ce que ça passe par le nombre de nuitées? Est-ce que ça passe par plus taxé? C'est pas certain que ça passe par plus taxé, parce que plus taxé, ça va juste avoir pour conséquence que les gens vont augmenter le prix de leur nuitée pour payer la taxe, et puis ça va pas forcément remettre du logement sur le marché. Mais qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui accèdent à la propriété en allant voir leur établissement bancaire et en disant vous inquiétez pas, je vais mettre mon logement sur Airbnb 90 nuits dans l'année et puis du coup ça me permet de me solvabiliser moi en tant que ménage, ça pose quand même un vrai souci. Et puis, il suffit de regarder à Paris les dynamiques de population. On dit les familles quittent Paris, on ferme des écoles. Il y a des quartiers entiers qui sont phagocytés, j'allais dire, par les meublés touristiques. On verra ce qui... Là encore, c'est un sujet. On parlait de régulation il y a quelques mois. Certaines mairies voulaient baisser le nombre de nuitées. On les attaquait en disant non, vous n'allez pas faire ça. On voit que c'est un sujet qui monte un peu et qui fait plutôt consensus. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que les meublés touristiques et les résidences secondaires, c'est à mon avis les deux leviers pour actionner le choc d'offre dans l'ancien qui doivent être actionnés assez rapidement. Et peut-être, pour finir, parmi aussi tous les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du logement aujourd'hui, on a aussi la question des enjeux environnementaux, qui est une question de plus en plus prégnante. Donc, à la fois sur le parc existant, puisqu'on voit bien que c'est aussi un des leviers pour limiter les charges des ménages, et en particulier lorsque l'énergie coûte plus cher. On a aussi, pour la production d'une offre nouvelle, cet enjeu de limitation de l'artificialisation des sols avec le zéro artificialisation nette qui pose un nouveau cadre et qui s'inscrit justement dans une vision de long terme que vous appeliez de vos voeux. Comment vous pensez qu'on peut aussi quand même répondre aux besoins en logement tout en tenant compte de cette question-là qui est importante pour l'avenir de notre planète, si je puis dire? Alors, c'est évidemment une question centrale, c'est-à-dire comment on réconcilie le choc d'offres et par exemple, le zéro artificialisation nette ou la lutte contre l'étalement urbain, ou on appelle ça comme on veut. C'est compliqué parce que de ce point de vue-là, alors déjà, la question de territorialisation de la politique se pose. C'est-à-dire qu'une politique comme le ZAN peut très bien s'appliquer dans des grandes métropoles, des grandes agglomérations avec des friches industrielles où on met du coup des contraintes très fortes. Mais si en même temps l'objectif c'est de soutenir les petites villes de demain, qui est un label de soutien aux petites villes françaises, ou les plans type Action Cœur de Ville qui visent à soutenir les villes moyennes, on voit que la problématique du ZAN est très différente en fonction des territoires sur lesquels on se concentre. Dire que la solution vient de l'ancien, c'est déjà un peu faire du ZAN, c'est-à-dire un peu dire si on remobilise une quantité significative de logements dans l'ancien, si on répond aux besoins de rénovation des logements qui est massif, que ce soit d'ailleurs dans les petites villes, dans les villes moyennes ou dans les grandes métropoles, cette question de la rénovation des logements, elle est centrale. Et elle répond aux enjeux de transition énergétique. Après, il ne faudrait pas basculer non plus d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que la politique publique a quand même, pendant des décennies, solvabilisé massivement les ménages pour qu'ils achètent des pavillons dans le périurbain.
il faut le rappeler, enfin, je veux dire, le prêt à taux zéro, c'est ça, et on a répondu aux souhaits d'accession à la propriété des ménages en leur disant, vous allez pouvoir accéder à la propriété dans le périurbain, et en plus, on va vous mettre à côté de chez vous des commerces, des centres commerciaux. Et l'étalement urbain, il a quand même été pendant des années, des décennies, subventionné massivement par la puissance publique. Aujourd'hui, on explique aux gens, c'était pas un bon choix, on annule tout, on fait le ZAN et débrouillez-vous avec ça. Les collectivités locales ou les ménages, ils ont quand même du mal à comprendre. Ils ont aussi du mal à comprendre qu'on explique que ces choix de vie subventionnés, en réalité, ne sont pas des bons choix de vie. Et je ne refais pas toute l'histoire des Gilets jaunes, mais ça montre bien le rôle de la collectivité au sens très large du terme, de l'État quand il crée des mécanismes notamment de soutien à l'accession à la propriété. Et donc, il faut aussi que l'État, les collectivités locales prennent leur part de responsabilité et du coup accompagnent les acteurs et les ménages dans ce changement que, en effet, tout le monde appelle un peu de ses voeux, mais qui sera assez long, évidemment, à mettre en place. Et il faut que ce changement il s'accompagne aussi de choix politiques forts. C'est-à-dire on ne peut pas juste faire le ZAN en disant il y a une interdiction et puis débrouillez-vous. Il faut répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, quel est l'avis du gouvernement ou des décideurs publics sur la densité ? La densité, c'est une réponse à l'artificialisation des sols. Mais si la densité, elle va de pair avec des effets de congestion, par exemple, comme on en connaît maintenant dans les grandes villes, et notamment dans les transports en commun, parce qu'on arrête d'y investir, ça pose quand même un certain nombre de questions. On ne peut pas dire... On va augmenter la taille des villes, la hauteur ou la densité dans les villes, sans accompagner ça. Et on en revient à la question initiale de pourquoi le sujet du logement est un sujet central. C'est parce que quand on décide de faire de la densité, il faut faire de l'investissement public, il faut créer de nouveaux réseaux de transport, il faut répondre aux effets de congestion, il faut aussi répondre aux besoins des ménages en termes d'aménagement de parcs, d'accès à un certain nombre de services publics, toutes ces choses-là. On ne peut pas juste dire on va faire de la densité pour faire de la densité. Donc le sujet du logement est un sujet complexe. Ça s'inscrit sur un temps qui est long. Ça demande aussi que les responsables politiques s'investissent plus sur ce sujet-là, pas uniquement d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue un peu de vision. C'est pas parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura d'autres responsables politiques qu'il ne faut pas donner sa vision sur le long terme, sur les 10, 20, 30 ou plus prochaines années. Et pour les aider à construire cette vision, à résoudre les équations assez compliquées auxquelles ils doivent faire face, les décideurs publics peuvent notamment prendre appui sur des travaux de chercheurs comme vous, d'économistes, mais aussi de plein d'autres disciplines. C'est une conviction, en tout cas, que nous portons de manière assez forte à Espacité, le fait que les chercheurs puissent contribuer à l'élaboration des politiques publiques et que cette recherche se développe dans le secteur du logement pour aider les décideurs, aussi bien au niveau national que local. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Mais avant de finir notre podcast, je vais vous poser la traditionnelle question des podcasts d'Espacité, que si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause ? Alors, évidemment, je voudrais faire le mur pour la cause du logement, mais faire le mur pour la cause du logement, c'est inciter tous les acteurs du logement à faire le mur. Il faut que les responsables politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux, fassent le mur, aillent voir ce qui se passe sur le terrain. Certains le font déjà, certains sont sensibilisés sur cette question du logement. Je ne vais pas ici donner les bons et les mauvais élèves, mais je pense que certains de vos auditeurs les connaissent. Et donc, il faut, pour le coup, sur la question du logement, faire le mur pour aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, voir comment ça fonctionne, faire le mur pour voir au niveau national quelles sont les expérimentations qui peuvent être faites localement, et puis faire le mur aussi pour dépasser la question du logement, parce qu'en réalité, la question du logement et de l'habitat, elle dépasse la simple question de combien il faut construire de logements par an. Ça va bien plus loin. La question, c'est comment on vit ensemble, et comment on essaye de vivre mieux, peut-être qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je retiens aussi un terme que vous aviez évoqué, aussi comment on tient compte des choix de vie des ménages. Et je pense que c'est un des points très importants et pas toujours simple à anticiper. Merci aussi à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Et puis à bientôt pour un prochain podcast d'Espacité. Merci beaucoup.